Tu le sens aussi? Ce frisson sous la peau de la réalité? Le monde vacille comme un vieux film, plein de bugs, de déjà-vus, de coïncidences absurdes. Le même NPC n'est plus une blague, n'est-ce pas? Des millions de personnes le sentent. Quelque chose de fondamental est en train de changer, surtout maintenant, à l'approche de 2025. Oublie les vieilles explications sur la sortie de la matrice. La vérité est bien plus radicale. La simulation ne se passe pas là-bas, elle se passe en toi. Et ce chaos cosmique, c'est ta chance d'écrire enfin le code de ta propre réalité. Reste à l'écoute si tu es prêt à passer du statut d'utilisateur à celui de hacker de la réalité. Ça va tout changer. L'idée que notre réalité perçue n'est pas la vérité ultime est aussi vieille que la pensée humaine elle-même. Platon disait déjà dans son allégorie de la caverne que nous ne voyons que des ombres sur le mur, pas les formes réelles. Les anciens gnostiques, ces mystiques radicaux des premiers siècles, allaient encore plus loin. Ils mettaient en garde contre le démiurge, un Dieu créateur imparfait, parfois même décrit comme ignorant ou malveillant, qui aurait créé ce monde matériel comme une sorte de prison ou d'illusion afin de couper les étincelles divines, les âmes humaines, de leur véritable origine, le Dieu véritable et transcendant. Leurs écrits, comme les textes découverts à Nag Hammadi, sont pleins de cosmologie complexe qui décrivent notre monde comme une copie imparfaite, une sorte de simulation inférieure d'une réalité spirituelle supérieure. Ils considéraient qu'il était de notre devoir, par la gnose, la connaissance directe et intuitive, de percer l'illusion et de retourner à notre véritable origine. Les philosophies orientales, comme certaines branches de l'hindouisme, avec le concept de Maya, ou le bouddhisme, avec la doctrine de la vacuité, Shunyata, soulignent aussi depuis des millénaires le caractère illusoire de notre perception quotidienne et la nécessité de lever ce voile pour atteindre la libération ou l'illumination. Maya ne veut pas forcément dire que le monde n'existe pas, mais plutôt qu'on ne voit pas sa vraie nature, qu'on l'interprète mal, pris dans nos propres projections mentales et nos désirs. Et puis, bien plus tard, à la fin du XIXe siècle, Elena Petrovna Blavatsky, une figure clé de l'ésotérisme moderne, est venue parler dans ses enseignements complexes qui combinaient les mystères orientaux et occidentaux, de différents niveaux de réalité et même de la possibilité de enveloppes humaines sans âme, des êtres qui fonctionnent biologiquement, mais qui n'ont pas de connexion spirituelle supérieure, la partie immortelle. Elle a décrit des cycles d'évolution et d'involution dans lesquels les âmes passent par certaines étapes de développement et a laissé entendre que toutes les formes humaines sur Terre ne sont pas animées de la même manière ou au même niveau de développement spirituel. Ces courants anciens et plus récents constituent le terreau de la théorie de la simulation, aujourd'hui très populaire. Elle est bien sûr alimentée par notre propre développement technologique, les progrès de l'informatique, de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle rendent soudainement plausible l'idée d'une réalité simulée, presque discutable sur le plan scientifique. Des philosophes comme Nick Bostrom ont formalisé l'argument de la simulation. Si on peut créer des simulations conscientes et si les civilisations ont tendance à le faire, par exemple pour explorer leur passé, alors il y a de fortes chances qu'on vive nous-mêmes dans une telle simulation. En parallèle, la physique quantique nous montre des trucs qui remettent en question notre vision classique d'une réalité fixe et objective. Des phénomènes comme l'intrication, l'effet d'observation, le fait que l'acte de mesure influence le résultat, ou l'idée que les particules n'acquièrent une propriété définie qu'à travers l'observation, semblent indiquer que la réalité pourrait être, à un niveau fondamental, basée sur l'information, voire numérique ou simulée. Et puis, il y a les expériences personnelles et subjectives que de plus en plus de gens font. Les glitches dans la matrice. Il ne s'agit pas seulement de petites coïncidences amusantes. Ce sont des moments de synchronicité profonde, où des événements se produisent de manière statistiquement extrêmement improbable et semblent avoir une signification plus profonde. Ce sont les expériences de déjà-vu, qui sont parfois si intenses qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu une scène.
C'est le sentiment de rencontrer parfois des gens qui semblent être en pilote automatique, qui répondent à des questions complexes, par des phrases toutes faites, dont les yeux semblent vides, un phénomène qui est devenu viral sur Internet sous le nom de NPC, Non-Player Character, et qui provoque un profond malaise chez beaucoup de gens. C'est le sentiment que le temps semble parfois s'écouler plus vite ou plus lentement, que la causalité est parfois rompue, que les lois de la physique semblent suspendues dans de rares moments. Tout ça, les vieux mythes, les arguments philosophiques, les preuves scientifiques et les expériences personnelles alimentent le soupçon que quelque chose ne tourne pas rond dans notre réalité habituelle. C'est comme si le système d'exploitation sur lequel fonctionne notre perception atteignait ses limites, comme si les vieux programmes qui nous ont jusqu'à présent fait croire à un monde stable commençaient à bégayer et à produire des erreurs. Ce phénomène semble s'intensifier particulièrement en ce moment, à une époque que beaucoup considèrent comme une phase de transition, où les anciennes structures mondiales s'effondrent et où de grands cycles cosmiques, tels qu'ils sont décrits dans diverses traditions astrologiques ou spirituelles, touchent à leur fin et que de nouveau commencent. La réaction de nombreux chercheurs spirituels et enseignants face à ce soupçon grandissant est souvent « Réveillez-vous, réveillez-vous, sortez de la matrice ». Ils cherchent un bouton rouge, une porte, un chemin vers la transcendance pour échapper à cette simulation défectueuse, voire hostile, et atteindre une vraie réalité. Mais c'est là qu'intervient notre première idée révolutionnaire qui change tout. Et si cette recherche d'une issue extérieure, d'une évasion, faisait précisément partie de l'illusion? Et s'il n'y avait pas de sortie, au sens traditionnel du terme, parce que la simulation n'est pas principalement une structure externe qui nous retient prisonniers? Et si le matériel fondamental de cette réalité n'était pas constitué de silicium et de circuits, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant, la conscience pure elle-même? Et si le logiciel qui tourne sur ce matériel de conscience et qui façonne notre réalité telle qu'on la vit n'était rien d'autre que notre fort intérieur le plus profond, notre inconscient collectif qui, en ce moment même, en cette période chaotique, subit une mise à jour massive déclenchée par les énergies cosmiques? Si c'est vrai, il ne s'agit pas de fuir, mais de comprendre les mécanismes de cette simulation intérieure et d'apprendre à la façonner consciemment. Pour saisir cette idée radicale que la simulation n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous devons nous détacher de l'idée populaire d'une matrice générée par ordinateur et nous tourner vers l'un des explorateurs les plus profonds de la psyché humaine, Carl Gustav Jung. Jung, un psychiatre suisse et disciple de Freud, qui a ensuite suivi sa propre voie, a développé un modèle de la psyché qui va bien au-delà de la conscience personnelle et de l'inconscient personnel, avec ses souvenirs refoulés et ses complexes. Il a postulé l'existence d'un inconscient collectif. N'imagine pas ça comme une cave sombre remplie de monstres, mais plutôt comme un immense océan invisible, mais incroyablement puissant d'énergie psychique qui relie toute l'humanité. C'est comme le patrimoine psychique de notre espèce, une base de données commune qui contient les schémas fondamentaux de l'expérience, des émotions et de l'imagination humaine. Jung a appelé ces schémas universels et innés des archétypes. Les archétypes ne sont pas les images ou les histoires elles-mêmes, mais les structures invisibles ou le potentiel qui se cache derrière elles, qui se manifestent ensuite sous forme d'images concrètes, de symboles, de mythes, de contes, de croyances religieuses, mais aussi dans nos rêves et nos fantasmes. Pense à l'archétype du héros, l'histoire universelle du départ, des épreuves, du combat contre le dragon, l'ombre, et du retour avec un trésor, une nouvelle conscience. Pense à l'archétype de la Grande-Mère, le principe nourricier, géniteur, mais aussi dévorant et destructeur. Pense au vieil homme sage ou à la vieille femme sage, le principe de la sagesse, du leadership, de l'intuition. Pense à l'ombre, tout ce qui est sombre, rejeté, inconscient en nous et dans le collectif. Pense à l'anima, le principe féminin inconscient chez l'homme, et à l'animus, le principe masculin inconscient chez la femme, qui façonne nos relations et notre compréhension de l'autre sexe. Le filou, le rebelle, l'amoureux,
l'enfant divin. La liste est longue et les modèles sont infiniment variés. Pour rester dans notre métaphore, ces archétypes sont les éléments de base, les programmes centraux ou les algorithmes fondamentaux qui fonctionnent dans le système d'exploitation de l'inconscient collectif. Ils structurent non seulement nos mondes intérieurs, mais aussi notre réalité extérieure. Nos cultures, nos systèmes sociaux, nos idéologies politiques, notre art, nos relations, tout ça est imprégné et façonné par ces modèles archétypaux. On vit littéralement dans les histoires et les drames que ces archétypes déploient, souvent sans s'en rendre compte. On s'identifie inconsciemment à certains rôles archétypaux, on joue leurs conflits, on projette leurs qualités sur les autres. Quand on comprend ça, l'idée de simulation prend soudainement un tout autre sens. La simulation n'est pas une prison externe, construite par des forces étrangères, qu'il s'agisse d'extraterrestres, de machines ou d'un démiurge. C'est plutôt un champ de conscience dynamique et en constante évolution, généré et maintenu par les profondeurs de notre propre psyché collective. Les mythes, les croyances, les peurs, les espoirs et surtout les modèles archétypaux actifs dans l'inconscient collectif sont le logiciel qui façonne notre réalité vécue. Ça a un sens révolutionnaire. On n'est pas juste des victimes passives ou des prisonniers de cette simulation. On est ses co-créateurs, ses co-auteurs. Chaque personne contribue à la nature de ce champ collectif avec sa conscience, ses pensées, ses sentiments et ses actions. On est à la fois les utilisateurs qui vivent en la simulation et les programmeurs qui écrivent, souvent sans s'en rendre compte, son code. Le sentiment d'être coincé dans une matrice est donc peut-être le sentiment d'être prisonnier des schémas de notre propre inconscient collectif, des histoires qu'on se raconte sans s'en rendre compte. Et que signifie cette perspective jungienne pour le phénomène des PNJ ou des personnes sans âme qui inquiètent tant de gens? Si la simulation est un produit de notre inconscient collectif, alors les PNJ ne peuvent pas être des êtres fondamentalement différents, des programmes externes ou des coquilles vides au sens métaphysique. C'est là qu'intervient la deuxième idée révolutionnaire, peut-être douloureuse, parce qu'elle nous oblige à nous regarder dans le miroir. Les PNJ, ces personnes qui nous semblent si vides, mécaniques, répétitives et programmées, sont en réalité des manifestations, des parties de notre propre conscience collective qui ne sont pas encore intégrées, qui fonctionnent encore en pilote automatique. Ils sont les symptômes visibles du contenu non digéré et inconscient de l'humanité. Ils représentent les parties collectives de l'ombre, toute la peur refoulée, la cupidité non reconnue, l'ignorance profonde, les traumatismes transgénérationnels qui continuent à se manifester dans le système sous forme de comportements et de schémas de pensée rigides et répétitifs. Quand on rencontre quelqu'un qui semble agir uniquement par peur et méfiance, il reflète peut-être l'ombre collective de la peur. Quand on voit quelqu'un qui cherche sans scrupule le pouvoir et la possession, il incarne peut-être l'ombre collective de la cupidité. En plus, ces comportements de PNJ représentent aussi le pouvoir de scripts archétypaux dépassés ou figés. Les archétypes sont neutres en soi, ce sont de purs potentiels énergétiques. Mais si on s'identifie inconsciemment et complètement à un archétype particulier, sans le personnaliser, sans le connecter à notre moi conscient et à notre cœur, cet archétype peut devenir un script rigide qui nous contrôle. Pense à l'archétype du guerrier. Dans sa forme positive, il représente le courage, la discipline, la protection. Mais s'il les est vécu inconsciemment et sans intégration, il peut devenir un agresseur aveugle, un tyran qui ne connaît que la destruction. Pense à l'archétype de la victime. Il peut nous aider à développer de la compassion et à chercher de l'aide. Mais si on s'identifie de manière chronique au rôle de victime, on devient incapable d'agir. On attire sans cesse la souffrance et on abandonne notre pouvoir. Donc, si on suit aveuglément et sans réfléchir un tel scénario archétypal, que ce soit celui du rebelle éternel qui est contre tout, du martyr qui se sacrifie toujours, du critique qui dénigre tout, de l'amoureux inconscient qui s'empêtre dans des dépendances, alors on agit nous-mêmes comme un PNJ. On suit un programme qui ne vient pas de notre vrai moi,
mais des profondeurs de l'inconscient collectif. La vérité effrayante, c'est que chacun de nous porte en soi ces aspects potentiels de PNJ. Chacun de nous a une part d'ombre. Chacun de nous est influencé par des archétypes. Le autre, qui nous semble si vide, si programmé, si frustrant et qui nous dérange peut-être, n'est souvent que le reflet d'un code inconscient, d'un potentiel inexploité ou d'une part de nous-mêmes que nous refoulons. Il fait partie du système, c'est un symptôme de l'inconscience collective qui a besoin d'être intégré, pris en compte, mis à jour. La distinction entre éveillé et PNJ n'est donc pas une ligne de démarcation absolue entre différents types de personnes, mais plutôt un spectre de conscience et d'intégration qui existe en chacun de nous. Et c'est justement cette mise à jour super nécessaire du système d'exploitation de l'inconscient collectif qui semble se produire maintenant, avec une intensité particulière à partir de 2025. Les grands cycles lents des planètes extérieures, en astrologie, sont souvent considérés comme le reflet ou le déclencheur de profonds changements collectifs dans la conscience. Les changements actuels et à venir sont particulièrement spectaculaires et indiquent une transformation fondamentale. Ne les voyons pas comme des prédictions déterministes, mais plutôt comme des descriptions symboliques des énergies et des défis auxquels notre inconscient collectif est confronté, comme des notes cosmiques pour la mise à jour de la réalité. Il y a d'abord Neptune, la planète des rêves, de la spiritualité, des illusions, mais aussi de la dissolution et de la compassion. Après 14 ans, dans son signe à queue, les poissons, une période de sensibilité accrue, mais aussi de confusion et de fuite dans des mondes virtuels ou des addictions, il entre maintenant, définitivement à partir de fin mars 2025, dans le signe fougueux et impulsif du Bélier. C'est comme un tsunami qui rencontre un volcan. Neptune en Bélier nous met au défi de ne plus nous contenter de rêver nos visions spirituelles, mais de les concrétiser activement, courageusement et peut-être même de manière combative. C'est l'énergie du pionnier spirituel, du guerrier visionnaire. En même temps, cela comporte le risque du fanatisme, de nouvelles idéologies agressives, de l'illusion de trouver le salut dans la lutte. C'est une invitation à ancrer nos rêves dans la réalité et à les défendre, mais sans se perdre dans de nouvelles illusions. Puis Uranus, la planète de la révolution, des changements soudains, de la technologie, de l'individualité et de la libération. Il passe, définitivement à partir de juillet 2025, dans le signe aérien et communicatif des Gémeaux. Uranus dans les Gémeaux apporte une révolution dans la pensée, la communication, l'information et les réseaux. C'est l'énergie de l'inventeur génial, du penseur radical, du hacker de réseau. On peut s'attendre à une explosion de nouvelles idées, de technologies, en particulier dans le domaine de la communication et de l'IA, et de mouvements sociaux. En même temps, il y a un risque de surcharge d'informations, de fragmentation mentale, de communication superficielle et de propagation d'idées radicales, mais peut-être sans fondement. C'est une invitation à libérer notre perception, à briser les anciens schémas de pensée et à trouver de nouvelles façons de se connecter et d'échanger, tout en restant critique et centré. Enfin, l'axe des nœuds lunaires symbolise notre tâche d'apprentissage et notre destin collectif. Il passe, en janvier 2025, de l'axe Bélier-Balance, accent mis sur le moi veut le toi, le conflit vit l'harmonie, à l'axe Poisson-Vierge. Le nœud lunaire ascendant, Rahu, le but, en Poisson, nous invite à nous connecter davantage à notre intuition, notre spiritualité, notre compassion et notre sentiment d'interdépendance universelle. Il s'agit de développer notre confiance en la vie, de dissoudre les limites de l'ego et de nous abandonner au mystère. Le nœud lunaire descendant, Ketu, la base, ce qu'il faut lâcher, en Vierge, nous invite à abandonner les vieux schémas de perfectionnisme excessif, de critique excessive, d'analyse purement rationnelle et de séparation entre le corps et l'esprit. Le défi de cet axe est de ne pas vivre la spiritualité, Poisson, comme une fuite irréaliste, mais de l'ancrer concrètement dans notre quotidien, en nous mettant au service du tout, en guérissant notre corps et la terre,
et en développant notre capacité de discernement, vierge. C'est la tâche ultime que de relier le ciel et la terre. Ces changements astrologiques massifs sont comme un redémarrage énorme, peut-être même un moment de panique du noyau, un crash et un redémarrage du système dans le système d'exploitation de l'inconscient collectif. L'ancien code, les anciens systèmes de croyances, les anciennes structures sociales basées sur la peur, la séparation et le contrôle deviennent de plus en plus instables. Ils s'effondrent, on en voit les symptômes partout dans le monde. Polarisation politique, incertitude économique, crises écologiques, troubles sociaux. C'est une période chaotique et effrayante. Mais c'est précisément pour cette raison, précisément en ce moment de mise à jour du système, que se présente la plus grande opportunité depuis des millénaires. Quand les anciens programmes plantent, quand le disque dur est reformaté, il devient possible d'effacer les anciens codes limitants, les virus de la peur, de la cupidité, de la haine, et d'écrire un code entièrement nouveau. Le code de l'amour, de la compassion, de la connexion, de la créativité, de la liberté. Neptune en Bélier, c'est l'occasion d'injecter tes visions les plus audacieuses et les plus positives dans le champ collectif avec une déterminatie. Uranus dans les Gémeaux nous invite à libérer notre perception, à guérir notre communication, à révolutionner notre façon de penser et à créer de nouveaux réseaux lumineux. Les nœuds lunaires en Poisson Vierge nous donnent pour mission de manifester notre vérité spirituelle la plus profonde, Poisson, de manière pratique et salutaire dans le monde, Vierge. Ce n'est pas seulement de l'astrologie abstraite, ce sont les tâches concrètes et les outils que la période actuelle nous donne, les notes de mise à jour pour la réalité que nous pouvons écrire ensemble. Alors, comment tu t'y prends pour aborder activement ce changement? Comment tu passes d'un utilisateur passif qui souffre des bugs et des plantages du système à un hacker conscient de la réalité qui utilise la fenêtre de mise à jour cosmique pour contribuer à façonner une réalité meilleure? La réponse ne réside pas dans la lutte contre une matrice extérieure, mais dans la conception consciente de ta propre participation au champ de conscience collectif. C'est un cheminement intérieur qui a des répercussions extérieures. Voici 4 étapes fondamentales, 4 clés pour pirater ta réalité. Premièrement, débogue ton propre code. C'est peut-être l'étape la plus importante et la plus difficile. Elle implique une connaissance de soi radicale et sans concession, ainsi qu'un travail sur son ombre. Prends conscience de tes propres programmes inconscients. Reconnais tes propres schémas NPC. Où agis-tu en pilote automatique? Où répètes-tu des comportements destructeurs? Où es-tu prisonnier de vieilles croyances qui ne te servent plus? Reconnais tes peurs, tes projections, ce que tu critiques chez les autres, tu le portes souvent inconsciemment en toi, tes points sensibles. Et ensuite, intègre ces aspects. Ça ne veut pas dire les vivre, mais les accepter, comprendre d'où ils viennent, souvent d'anciennes blessures ou de schémas hérités, et transformer consciemment leur énergie. Des techniques comme la tenue d'un journal, la thérapie, certaines formes de méditation, comme le vipassana, le travail sur les rêves, ou encore des approches corporelles peuvent t'aider. Tant que tu envoies tes propres programmes inconscients sans filtre dans le champ collectif, tu fais partie du problème, pas de la solution. Ce n'est qu'en intégrant ton ombre que tu deviendras un canal clair pour un code lumineux. Deuxièmement, obtiens les privilèges root. Imagine que tu veuilles changer le système d'exploitation. Pour ça, tu as besoin des droits d'administrateur, de l'accès root. Dans notre simulation de conscience, ça veut dire connecte-toi consciemment à ton vrai moi, ton moi supérieur, la source de ton intuition, la conscience infinie que tu es en réalité. Ce noyau se trouve au-delà de la personnalité conditionnée, au-delà de l'ego et de ses programmes. Comment y accéder? En pratiquant régulièrement le silence et l'introspection. La méditation sous ses multiples formes, les exercices de pleine conscience au quotidien, le temps passé dans la nature, le travail conscient sur la respiration, la tenue d'un journal des rêves et l'apprentissage de la confiance en ton intuition, cette petite voix intérieure. Voilà comment te connecter à l'administrateur en toi pour accéder directement au système d'exploitation de ta conscience,
au-delà des programmes superficiels et souvent erronés de ton esprit quotidien. Cette connexion te permet de puiser la sagesse, la clarté et la force de changer. Troisièmement, écris de nouveaux scripts. Une fois que tu as identifié tes anciens programmes limitants, débogage, et trouvé l'accès à ta source, privilège route, tu peux commencer à écrire consciemment de nouveaux scripts stimulants pour ta vie et donc aussi pour la collectivité. Arrête de vivre inconsciemment d'anciens archétypes destructeurs tels que la victime, le martyr, le critique ou le tyran. Choisis plutôt consciemment des archétypes qui te donnent du pouvoir, à toi et au monde, le créateur conscient qui façonne sa réalité, le guérisseur qui s'aide lui-même et aide les autres, le visionnaire qui voit de nouvelles possibilités, le magicien souverain qui dirige les énergies, le guerrier aimant qui défend la vérité et la compassion. Comment écrire ces scripts? En clarifiant clairement ton intention, en utilisant ton imagination pour te représenter la réalité souhaitée de manière vivante et détaillée, visualisation. En ressentant les émotions correspondantes, comme si tu y étais déjà, car les émotions sont l'énergie qui alimente la manifestation. Utilise des affirmations, des tableaux de visualisation, des rituels. Ce sont tous des outils qui permettent d'introduire de nouveaux programmes dans ton subconscient et donc dans le champ collectif. Choisis consciemment les histoires que tu veux vivre et raconter. Quatrièmement, utilise les API cosmiques, les constellations astrologiques actuelles, comme Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, ou l'axe des nœuds lunaires Poisson-Vierge, ne sont pas seulement des influences passives. Imagine-les comme des interfaces de programmation spéciale, API, ou même des codes de triche que l'univers met à ta disposition pour faciliter ou renforcer certains changements. Tu veux apporter au monde des visions radicalement nouvelles et spirituellement fondées et les défendre courageusement. Alors, utilise consciemment l'énergie de Neptune en Bélier, médite sur ses qualités et agis en conséquence. Tu veux révolutionner ta communication, briser tes anciens schémas de pensée et te connecter d'une nouvelle manière? Alors, puise consciemment dans l'énergie d'Uranus en Gémeaux. Expérimente de nouvelles formes d'expression, apprends, questionne. Tu veux renforcer ton intuition et l'utiliser concrètement dans ta vie quotidienne pour guérir et aider les autres? Alors, travaille consciemment avec l'axe des nœuds lunaires, Poisson-Vierge. Apprends le langage de l'astrologie ou d'autres systèmes divinatoires, non pas pour prédire l'avenir, mais comme une carte des énergies et des potentiels actuels. Apprends à coopérer consciemment avec ces énergies cosmiques, à agir en harmonie avec elles, au lieu de te laisser pousser inconsciemment et chaotiquement par elles. Ce sont des outils qui peuvent t'aider à intégrer plus efficacement ton nouveau code dans le système. La grande révolution, le réveil tant attendu qui est en train de se produire, n'est donc pas un spectacle extérieur, un film hollywoodien dans lequel on attend un sauveur ou on combat des machines maléfiques. Elle est profondément intérieure, personnelle et collective à la fois. Tu ne changes pas la simulation qu'on appelle réalité en combattant ses symptômes extérieurs, mais en transformant radicalement ton propre code intérieur, ta propre contribution au champ de conscience collectif. Ton travail intérieur, la guérison de tes blessures, l'intégration de ton ombre, la connexion avec ton vrai moi, le choix conscient de tes pensées et de tes sentiments, réécrit le logiciel de la réalité, de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque pensée consciente, chaque sentiment venant du cœur, chaque choix courageux et authentique est une nouvelle commande potentiellement plus lumineuse qui est injectée dans le grand système et fait des vagues. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Es-tu prêt à cesser d'être un utilisateur passif, souvent frustré, dans une simulation apparemment défectueuse et parfois hostile? Es-tu prêt à devenir plutôt l'architecte conscient, le programmeur souverain de ton expérience et le co-créateur d'une nouvelle terre? Le moment n'est pas n'importe quand. Le moment, c'est maintenant. Les portes cosmiques de la plus grande mise à jour de conscience de tous les temps s'ouvrent en ce moment même. Les anciens programmes tournent à plein régime et s'effondrent. Le chaos est l'heure de naissance du nouveau. Commence à écrire ton code. Partage tes glitches, tes moments de révélation, tes découvertes issues de ton travail sur l'ombre, tes premiers succès dans la manifestation consciente dans les commentaires.
formons une communauté de hackers de la réalité, apprenons les uns des autres et soutenons-nous mutuellement. Et si tu veux savoir tout de suite comment utiliser concrètement la puissance explosive de Neptune en Bélier pour manifester tes visions les plus audacieuses, 5 techniques de piratage immédiatement applicables qui peuvent changer ta vie. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, car c'est exactement ce que je vais révéler dans la prochaine vidéo. Arrête de craindre la matrice ou d'attendre une issue. Commence à l'écrire. Ta réalité attend tes ordres. Deviens un hacker de la réalité. Maintenant,